Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de novembre. Dans cette vidéo, vous allez voir, j'ai 4 romans ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. J'ai pas de gros coup de cœur dans cette vidéo, pas de lecture particulièrement marquante non plus, mais j'ai des lectures qui ont quand même eu des points positifs, il n'y a pas eu non plus de flop, c'était juste des bonnes lectures, voilà. Du coup, je vais commencer avec Trône de cendre par Jessica Pierce aux éditions Rivka. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture du roman Le Château de Hurle par Diana Wynne Jones aux éditions Inis. Après ça, je vous parlerai de ma lecture des Chaînes du Silence par Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. Puis ce sera au tour du roman Le Griffon Noir, donc le premier tome de la série La Guerre des Mages par Mercedes Laquet et Larry Dixon. Et côté graphique, je vous parlerai de ma lecture de la bande dessinée, tout d'abord L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur par Gauthier et Lefebvre. Et je vous parlerai ensuite de ma lecture du tome 3 du manga Le chat aux 7 vies par Jin Shirakawa. Donc je vais démarrer avec Trône de cendre, publié par les éditions Rivka par Jessica Pierce. C'est un roman qui a été sorti en auto-édition en Angleterre, aux États-Unis je crois, du coup qui a été repris ensuite par la maison d'édition Rivka. C'était leur premier titre qu'ils ont paru. Et pour ma part je l'avais précommandé puisqu'en fait les personnes qui gèrent la maison d'édition Rivka géraient auparavant la box livresque 1001 livres box, et du coup ils l'avaient proposé en fait en avant-première dans la box, mais du coup on n'avait pas le titre ni le nom de l'auteur, enfin voilà, c'était un peu le livre mystère, mais ils avaient précisé que ce serait un hardback et du coup je m'étais laissé tenter à ce moment là. Il faut savoir en plus de ça que les éditions Rivka proposent donc des hardbacks à petit prix, celui-ci coûte 15 €, ce qui est quand même méga raisonnable, donc voilà, du coup j'avais envie de soutenir tout ça. C'est seulement après, lors de sa sortie officielle, qu'il y a eu toute la polémique qui est sortie, puisque le personnage principal, donc l'héroïne sur la couverture, est clairement blanche européenne, alors que déjà à l'intérieur, voilà, c'est plus le cas, et dans pas mal de fanart, elle est plutôt comme ça. L'autrice a défendu la maison d'édition en précisant que en fait, son personnage principal n'est pas décrit physiquement dans l'univers. Dans le livre, on mentionne juste une fois qu'elle a une peau cuivrée, je crois, quelque chose comme ça. En plus, c'est pas un terme qui est forcément très utilisé pour décrire une carnation de peau. Mais voilà, c'est vrai qu'on précise pas quels sont ses traits, on précise juste qu'elle a les cheveux blancs, mais c'est tout. Donc voilà, du coup ça avait fait effectivement une grosse polémique dessus. Ce que je comprends parce que je pense que c'est important de faire de la représentation. Après dans ce cas de figure là, c'est pas un personnage clairement typé qu'on a occulté, qu'on a rendu blanc, c'est juste un personnage qui potentiellement pouvait être un personnage de couleur et on s'est pas trop posé la question. Je le vois plus dans ce sens là. Après bon, la maison d'édition a essayé de s'expliquer en disant que c'était parce qu'il y avait des reflets, etc., que c'était dans l'espace, ou je sais pas quoi. Bon, ça pour le coup c'est pas des arguments que je trouve très recevables. Voilà. Pour le petit côté polémique, c'en est fini, mais comme c'est quand même un roman qui a quand même pas mal fait parler de lui pour ça, je tenais à le préciser. Mais voilà, en tout cas moi je l'avais acheté avant et il n'empêche que je m'étais bien dit qu'à un moment je le lirais. Je tiens à préciser que le tome 2 est prévu pour 2021, il est en fin d'écriture et du coup sera traduit dans la foulée. Et donc dans ce récit, c'est donc un récit de SF, comme le laisse présager cette couverture, et j'étais assez curieuse de voir ça. On est sur un récit donc, qui se passe sur l'Atlas, qui est une station spatiale. En fait, en gros, l'humanité est divisée en plusieurs parties. Une partie est restée sur Terre, une partie est dans l'Atlas, puisqu'il y avait des problèmes sur Terre et que je crois que tout le monde ne pouvait plus y rester. Et en fait, tout est régi par la royauté sur Terre. C'est un roi qui dirige le monde entier, qui permet, on dit, une meilleure union, etc. Mais on nous laisse quand même entendre qu'il y a des rebelles. Et l'Atlas, c'est pareil, ça dépend plutôt de la couronne. Et donc nous on va suivre notre héroïne principale dont j'ai oublié le prénom et il n'y a pas de résumé. Ah si, juste ici. Tesla, c'est ça. Tesla et Daxton. Donc Tesla, c'est une jeune fille qui a grandi avec des parents qui étaient plutôt des personnes assez savantes, qui n'avaient pas forcément une très haute position sociale, mais qui avaient quand même qui l'ont donné, on va dire, une belle éducation, etc. Elle a commencé une grosse formation et son père a été déclaré traître à la couronne et du coup elle s'est retrouvée vraiment dans les bas-fonds, dans les quartiers malfamés et toute seule puisque entre temps sa mère avait disparu, était morte, je sais plus, enfin bref, sa mère était plus là.
Du coup elle se retrouve toute seule assez jeune, elle doit se démerder toute seule et pour se débrouiller elle va s'engager dans les combats de Fightbots qui sont en fait des combats de robots de combat, ça dont vient le nom, et du coup donc ce sont des choses qu'elle dirige, c'est des choses qui sont en gros grâce à une technologie, c'est intégré pour que nos mouvements par une puce fassent bouger en gros un robot, etc. Et donc elle fait des combats de Fightbots, c'est quelque chose qui est illégal, très dangereux et sur lequel il y a beaucoup de paris, qui entraîne beaucoup aussi d'histoires de gangs, etc. Donc voilà, en gros son quotidien c'est plutôt ça. Elle va se retrouver à rencontrer un jeune homme qui est de passage sur la station, qui s'appelle donc Daxton et qui a un rôle assez particulier. En fait globalement ce que j'ai noté pour ce récit, la phrase qui résume mon avis pour ce roman, c'est un récit déjà vu dans un univers original et immersif. Mais voilà, toute la trame narrative c'est du déjà vu, il y a une romance qui s'installe entre les deux, c'est du déjà vu, leur rencontre c'est du déjà vu, des histoires de jalousie c'est du déjà vu, des trahisons c'est du déjà vu, voilà, il n'y a rien de très original je trouve dans le récit, dans l'histoire, dans les idées. Par contre l'univers est intéressant, c'est donc du space opéra, il y a toute l'histoire avec les vaisseaux spatiaux, les Fightbots comme je vous disais, tout ça c'est plutôt chouette, les quartiers sombres, tout ça m'a bien plu, c'est un titre qui est très immersif, qui se lit vraiment très facilement, on rentre dedans vraiment facilement et je trouve en plus de ça que les personnages féminins ont plutôt une belle part, puisque par exemple c'est l'héroïne qui est dans ces fameux combats de robots et l'autre personnage féminin qu'on va voir qui prend beaucoup d'importance, c'est pareil, c'est plutôt une fille assez badass, même méchante qui se bat très bien, c'est aussi une femme, enfin voilà. Je trouve que les femmes ont plutôt des bons rôles dedans et ça c'est sympa, mais voilà, après par contre il y a pas mal de choses qui sont assez prévisibles. Du coup je sais pas très bien pour la suite encore si je vais le lire ou pas, pourquoi pas parce que j'ai bien aimé l'univers, mais et que je suis un peu curieuse de voir ce qui va se passer après puisqu'on part vraiment dans autre chose, mais à nouveau ça suit la trame de plein d'autres histoires, avec un deuxième tome qui s'annonce un peu, on va dire, du côté de la rébellion. Mais voilà, je suis plutôt curieuse quand même, ça va dépendre un peu aussi du nombre de tomes qui sont prévus. Si la série est prévue en 5 tomes, honnêtement je pense pas que je vais la poursuivre. Si elle est prévue en 2 tomes, je pense que je dirai la suite, en 3 tomes aussi je pense, donc voilà. Mais c'était plutôt sympa, si vous aimez bien le space opéra et que vous n'êtes pas trop lassé par certains schémas qu'on peut retrouver dans le young adult, je pense que c'est un récit qui vous plaira, et si vous aimez les titres immersifs, pour le coup ça c'est vraiment un point fort de ce récit. Ensuite, je me suis lancée dans Le Château de Hurle par Diana Wynne-Jones, donc aux éditions Inis, qui d'ailleurs sont une maison d'édition, je crois, assez récente, qui ont déjà retraduit les romans de Kiki la petite sorcière, et donc cette fois-ci Le Château de Hurle, du coup, voilà, qui s'intéresse pas mal à toute cette culture qui a inspiré notamment les films de Miyazaki, etc. Mais voilà, du coup j'étais curieuse de voir ça, c'est quand même un titre dont on entend énormément parler et qui n'était plus en stock depuis un petit moment avant sa réédition, et puis cette couverture je la trouve vraiment très chouette. C'est une nouvelle traduction d'ailleurs par Alex Nikolavitch qui est aussi un auteur francophone, français je crois, je sais plus. Donc c'est le roman qui a inspiré Le Château ambulant de Hayao Miyazaki, qui est un dessin animé que j'aime bien, que je connais pas, que j'ai vu quelques fois, mais je suis pas du tout... Enfin c'est pas du tout mon préféré, c'est pas du tout comme Chihiro ou Mononoke que je connais absolument par cœur. Voilà, on n'est pas là-dessus. Ça reste une histoire que je connaissais mais sans plus, donc il y avait des éléments de surprise possibles pour moi avec le récit quand même, puisque je me souvenais pas forcément de tout. Je me souvenais des personnages, de l'ambiance, etc., mais pas forcément de tous les petits points de narration qu'il y a dedans. Donc bref, du coup dans ce récit on suit l'histoire de Sophie qui a grandi dans une chapellerie avec ses 2 sœurs, et suite au décès de leur père, elle se retrouve avec leur belle-mère qui est aussi la mère de la petite dernière, et celle-ci va décider de les envoyer en fait à différents endroits, sauf que Sophie va se faire frapper par une malédiction et va se retrouver transformée en vieille dame. Elle va décider de se rapprocher de Hurle, qui est un magicien réputé comme étant un grand séducteur, et peut-être qu'il enlèverait les femmes qu'il séduit, on ne sait pas très bien ce qui se passe après. En fait elle va décider d'aller vers lui parce qu'elle est un peu désespérée et qu'elle a besoin qu'on l'aide à sortir de ce corps de vieille dame. Donc voilà, du coup ensuite ça lance
toute cette histoire, on le suit après dans le fameux château qui est lui-même animé, le rôle de Calcifer, donc l'esprit du feu qui règne sur cette maison, ce château. Donc ouais, l'univers est hyper chouette, hyper sympa. Par contre je m'attendais à ce que ce soit un roman jeunesse et je trouve pas que ce soit le cas. C'est un titre dont la narration est quand même assez emberlificotée, du coup c'est pas forcément une narration qui est très fluide. Du coup voilà, je m'attendais à quelque chose de plus fluide, plus adapté à un public jeune et c'est pas forcément trop le cas. Par contre l'ambiance est très chouette, il y a moins de romance que dans le film ouais, il y a un côté un peu doux, un peu sombre aussi avec pas mal d'humour. Le tome 2 avait été traduit en français, donc normalement il y a 3 tomes sortis, le tome 3 n'a jamais été traduit en français. Je sais pas du coup si les éditions Inis sont prévues de faire la suite ou pas. Ce tome 1 se suffit plutôt bien lui-même, il peut être considéré je trouve comme un one shot. Mais je serais curieuse de voir ce qu'il pourrait faire s'il traduisait la suite. Donc voilà. Ensuite, je me suis lancée dans Les Chaînes du Silence par Céline Chevet aux éditions du Chat Noir, qui est donc le roman qu'elle a écrit après, enfin qu'elle a sorti en tout cas après le fameux La fille qui tressait les nuages, qui était un super chouette roman. Ah non je regardais parce qu'il y avait un chat, pas les chats de mes voisins qui passent tout le temps, mais un autre chat qui passait. Et celui-ci, la dernière fois, il était resté coincé dans les grilles du portail de mon jardin parce qu'il est un peu grassouillet, mais cette fois-ci, il n'est pas resté coincé. Donc bon, je regardais quand même ce que ça allait donner. Bref, du coup, donc Les Chaînes du Silence, j'étais curieuse forcément de le découvrir parce que j'ai tellement aimé La fille qui tressait les nuages. Et même du coup, si c'est un roman qui parle de vampires et que c'est pas des créatures que j'aime beaucoup, je sais que ce sont des créatures malgré tout que je peux apprécier quand j'aime la plume qui va avec. Par exemple, c'est le cas avec Vincent Tassi qui écrit beaucoup sur les vampires et j'adore ses récits, vraiment j'adore. Alors que voilà, les vampires au départ c'est pas du tout un truc qui me botte. Moi je préfère les dragons et les créatures plutôt animales en fait. Et c'est vrai que tout ce qui est, que ce soit d'ailleurs les vampires, les loups-garous, tout ça c'est pas forcément des créatures qui me parlent beaucoup. Les démons, les anges, tout ça c'est pas des trucs qui me bottent beaucoup. Bref, du coup, je me suis lancée dans Les Chaînes du Silence. L'écriture est super belle et les thématiques abordées sont intéressantes. Dans ce récit, on suit l'histoire de Nathanaël qui en fait va sauver une mère vampire qui est avec son nouveau-né. Il va les aider. Au départ, il sait pas trop pourquoi il les aide, mais voilà, il voit cette femme avec son tout petit bébé et il va les aider alors que c'est contraire à toutes les lois entre guillemets du village, que tout le village est en guerre contre les vampires, mais voilà, quand il va les voir, il va les aider et il va se lier d'une manière très forte avec Kael qui est du coup le fils de cette femme vampire et on suit leur histoire. Donc cette histoire-là, on la suit à travers les journaux de le journal de Nathanaël et on va suivre en fait l'histoire d'un autre vampire qui n'a pas de nom puisque normalement les vampires n'ont pas de nom. Kael en a un juste parce qu'en fait il a rencontré un humain et que l'humain lui en a donné un. Et donc cet autre vampire, lui, est à la recherche de l'histoire de Kael, de ce qui s'est passé parce que c'est lié aussi à son histoire propre, ce qu'on va découvrir. Ce vampire est lui-même lié avec une humaine d'une manière un peu bizarre et du coup voilà, ça parle de tout ça. C'est un titre qui parle en fait beaucoup d'empathie, de lien entre les personnes. Ça parle aussi forcément d'éternité par le fait que ça parle de vampires, mais ça parle d'éternité aussi dans le côté d'éternité de l'esprit et du coup de la communion avec la nature aussi, ce genre de choses. Et c'était vraiment chouette. C'est un titre que j'ai vraiment apprécié, qui se lisait plutôt plus facilement que ce que je pensais par rapport, comme bon, je faisais tout à l'heure un peu plus ou moins la comparaison avec Vincent Tassi. Vincent Tassi a une écriture qui est pas forcément toujours très abordable, qui est assez soutenue. C'est moins le cas ici, c'est un titre qui est bien écrit mais qui est plus fluide. Voilà, c'était une bonne lecture, j'ai bien aimé. C'était assez original, c'est pas ce que je préfère de Céline Chevet, vraiment je préfère La fille qui tressait les nuages et je suis très curieuse de voir Sous les sabots des dieux. Mais ça a été plutôt une bonne lecture, je suis quand même contente de l'avoir découvert et du coup j'ai mis la note de 16/20. Et du coup pour terminer côté roman, je me suis donc lancée dans La guerre des mages, le premier tome, donc Le Griffon Noir par Mercedes Laquet et Larry Dixon aux éditions Milady. Et alors celui-ci je pensais l'apprécier un peu plus même si c'est la série de cet univers qui est la moins bien notée en général et la moins appréciée.
Ce titre se place du coup dans l'univers étendu de Valdemar, qui est un énorme univers qui a été créé par Mercedes Lackey, qui compte plus d'une trentaine, peut-être quarantaine de titres en VO et qui compte en gros 7 séries en français. J'en ai lu pas mal quand j'étais adolescente, au moment où ils étaient réédités. J'étais vraiment tombée là-dedans pendant mon collège et j'en ai lu beaucoup. Je me suis replongée dedans pendant le premier confinement, donc de nombreuses années plus tard. Et voilà, j'ai eu envie de continuer avec donc cette fois-ci le Griffon Noir, donc le début de cette série. C'est la série qui est la plus ancienne dans la chronologie, mais je ne vous recommande pas de commencer par ici. Je vous recommande vraiment de commencer par la première série qui est sortie dans l'univers, à savoir la trilogie Les Flèches de la Reine, parce que c'est vraiment la série qui met le plus en place l'univers. C'est aussi une série qui est un peu plus ado que d'autres de l'univers qui sont plus de la fantasy adulte. Mais vraiment voilà, je vous recommande vraiment de commencer par Les Flèches de la Reine. Du coup on est sur Valdemar, c'est un univers étendu dans lequel il y a beaucoup de créatures différentes, beaucoup de peuples différents aussi. Et donc cette fois-ci ça se passe dans des temps très anciens et on suit en gros ce qui se passe dans les lignes de combat sous le plan... sous le point de vue en fait d'un clan, enfin d'un camp vraiment, et dans ce camp il y a différentes sections et on va suivre notamment les griffons qui font partie de cet univers. Les griffons on en a déjà vu dans d'autres cycles de cet univers, mais on va dire que c'est vraiment cette série là qui les met je pense le plus en avant, puisque on a plusieurs points de vue, mais en gros il y a 2 points de vue principaux et un de ces 2 points de vue c'est celui du fameux griffon noir, donc Scandramon, qui est en gros un griffon qui peut communiquer par la pensée, comme c'est le cas de tous les griffons je crois, et qui est également un adepte, donc un mage d'un niveau assez expérimenté. Et du coup voilà, donc ça parle en fait de toute cette préparation, des lignes de combat, etc. Le combat en lui-même n'est pas forcément au centre de ce récit, ça parle plus de stratégie, de vie dans le camp, etc. Et on a donc ces griffons. Je suis contente d'avoir lu il n'y a pas très longtemps un autre titre de l'univers et en plus la série des Vents, qui est celle qui fonctionne le plus on va dire avec celle-ci, puisque en fait au début de cette série là on nous met en place certains peuples, certaines créatures, etc. et on nous explique pas à quoi elles ressemblent ni rien du tout, et du coup j'étais contente que ce soit des créatures que j'ai déjà vues dans cette autre série il n'y a pas très longtemps, pour réussir à me remettre plus facilement dedans. C'est vrai que ça aurait clairement mérité au moins un glossaire des différentes espèces, des différentes forces, ce genre de choses, pour mieux entrer dans l'univers. Donc voilà, un début un peu lent, peu de remise en contexte, donc un début de lecture pas forcément très facile, très fluide. Ne pas commencer par ici, mais voilà, par contre l'univers, les espèces sont intéressants et la suite se développe de plus en plus. Ça parle beaucoup de griffons, forcément, donc là c'était très chouette. Et puis je trouve que Mercedes Lackey dans tous ses récits, je crois pas qu'elle ait de personnages principaux qui ne connaissent pas d'histoire d'amour. Les histoires d'amour sont très importantes dans les récits de Mercedes Lackey, mais je les trouve toujours très bien faites. Voilà. Je trouve ça toujours intéressant, je trouve ça toujours basé sur des choses très saines. C'est des relations qui sont basées sur le fait que les 2 personnages se font du bien, s'entraident, s'aident à donner le meilleur d'eux-mêmes, se respectent. Enfin voilà, je trouve qu'il y a toujours de très belles valeurs dedans. Donc c'est chouette et c'est à nouveau le cas ici, même pour le griffon. Voilà. Du coup donc oui, j'ai mis la note de 15 sur 20, c'est effectivement le début de série que j'ai le moins apprécié dans cet univers, mais malgré tout la fin me donne quand même envie de savoir la suite. Côté graphique, donc tout d'abord j'ai lu L'épouvantable peur d'Épiphanie Frayeur par Gauthier et Lefebvre avec un titre pareil, c'était parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est dans la collection Métamorphose chez Soleil et on est sur des dessins très choux, hyper... enfin dans une ambiance très Halloween. Au début il y a toute une histoire avec une forêt, un mec un peu bizarre, un côté un peu Alice au Pays des Merveilles de ce côté-là, un côté un peu Chapelier fou, même si c'est pas le Chapelier. Et en fait voilà, on suit l'histoire de cette petite fille qui s'appelle Épiphanie, qui vit complètement suivie par sa peur, qui se matérialise comme ça, et qui essaye en fait de s'en débarrasser, qui essaye de faire plein de choses pour apprendre comment s'en débarrasser, comment faire en sorte qu'elle arrête de l'empêcher de faire plein de choses en fait. Donc voilà, du coup il y a beaucoup
enfin pas mal de métaphores dedans, des jeux de mots qui sont très mignons, de jolies couleurs, de jolis dessins. Mais après l'histoire est plutôt classique et c'est mignon, mais c'est pas spécialement un titre que j'ai trouvé très marquant. Mais c'était chouette, donc voilà, j'ai mis la note de 15 sur 20. Et pour terminer, j'ai donc lu le dernier tome, donc le troisième et dernier tome, du manga Le Chat aux 7 vies par Jin Shirakawa aux éditions Glénat. J'avais vraiment bien apprécié les deux premiers tomes, surtout le premier. Globalement dans cette série, je crois que le tome que j'ai préféré c'était le premier, et que celui que j'ai moins aimé c'était le dernier. Non pas que ce soit moins bien, mais le premier tome avait un côté assez sympa de plonger dans cet univers en fait. C'est un manga contemporain, mais je trouve que l'auteur a mis en place toute une ambiance, etc. qui était vraiment super chouette. Et du coup voilà, le début était plus marquant, le fait de découvrir cette histoire c'était plus marquant. Par la suite, l'histoire reste sympa, mais elle est un peu plus classique, voilà. Donc on suit l'histoire de ce chat noir et blanc, qui est un chat en fait qui se retrouve dans la rue, il sait pas très bien pourquoi, surtout qu'il a un collier, donc ça montre quand même qu'il a appartenu à des gens. Il se rapproche d'un groupe de chats errants, on suit toute l'histoire de comment est-ce qu'ils font pour se nourrir, comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir. On suit toute une histoire de personnes qui sont dans les associations, on nous explique toute l'importance de la stérilisation, du fait de les nourrir, d'essayer de les faire adopter, etc. Et puis on suit en parallèle l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son compagnon, je crois que c'était son mari, mais ils étaient très jeunes et c'était des amours de jeunesse et en fait il est décédé brutalement. Elle déteste les chats au début et puis petit à petit en fait elle va faire partie justement de ces gens qui nourrissent les chats errants et on va découvrir son histoire et le lien qu'elle a avec ce fameux chat noir et blanc. Donc Nanao, c'était vraiment chou, ça sensibilise à la cause animale, il y a des messages du coup qui sont intéressants, les dessins sont vraiment mignons. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, je vous invite à tenter cette série, surtout que voilà, c'est une série qui est terminée en 3 tomes, donc c'est pas une série qui fait traîner l'histoire. Et puis les dessins sont vraiment mignons, tout plein. On a envie de faire plein de câlins à ce chat, je trouve. Donc voilà, du coup j'ai mis aussi la note de 15 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, s'il y en a certains pour lesquels je vous ai donné envie, ce que vous avez pensé de ces titres-là. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!